lorsque j'ai demandé à Julien Bonhomme s'il serait disposé à me parler de l'individu en Afrique, j'avais conscience du caractère délirant de la mission que je lui confiais, étant donné évidemment l'ampleur du domaine. Mais d'une certaine façon, si je me suis adressé à lui, c'est parce que je pensais qu'il était l'un des rares, peut-être le seul, à pouvoir répondre à cette question. Julien Bonhomme a commencé sa carrière d'ethnologue en étudiant un rite d'initiation et de contre-sorcellerie, d'une certaine façon, qui s'appelle le Bwete Misoko, et qui est fait partie de la grande famille des rites du Bwete ou du Bwiti. Il a, dans cette magnifique ethnographie, mis en évidence les conditions pragmatiques de construction, de reconstruction de la personnalité des gens qui viennent consulter les devins et se faire traiter dans ces rites d'initiation, reconfiguration de leur personne, atteinte atteinte d'une atteinte de sorcellaire, qui permet au fond de rompre le face-à-face entre l'individu agressé par la sorcellerie et le sorcier présumé, et de façon à diffracter en quelque sorte sa personne en un très grand nombre de composantes et en un très grand nombre de relations avec différentes entités. C'était donc ça touche au cœur du sujet, hein, c'est comment se reconstitue un individu dans ces conditions. Et un deuxième travail qu'il a mené il y a un peu plus récemment porte sur, certains d'entre vous l'ont sans doute lu, le premier s'appelait le miroir et le crâne, et le second a porté sur une épidémie de vol de sexe en Afrique de l'Ouest. Alors une épidémie de rumeurs de vol de sexe en Afrique de l'Ouest. Et l'analyse que Julien a menée, au fond, prolongeait son étude de la sorcellerie au Gabon, en montrant que c'était une forme de sorcellerie, mais complètement différente, évidemment, de la sorcellerie villageoise, dans laquelle ce sont les parents qui sont impliqués. C'était une sorcellerie anonyme, d'une certaine façon, et qui, là aussi, informait sur au fond, ce qu'est les rapports interindividuels dans les grandes villes, puisque c'est un phénomène classique des grandes villes d'Afrique de l'Ouest, même un peu au-delà, ce qu'ont sont devenus les rapports interindividuels dans les grandes villes. Donc ces deux ethnographies très différentes, et je pense qu'il va parler aujourd'hui d'une autre ethnographie qu'il mène depuis quelque temps déjà sur les lutteurs au Sénégal, m'avait semblé le prédisposer tout particulièrement à pouvoir répondre à ce défi de dire quelque chose sur l'individu et le collectif en Afrique. Donc on parle évidemment ici de l'Afrique de l'Ouest, et pas de l'Afrique de l'Est, ni de l'Afrique du Sud, etc. Mais c'est déjà un très très gros morceau. Donc merci Julien, qui est maître de conférence à l'École normale supérieure, d'avoir accepté de venir nous parler de ce vaste sujet. Merci beaucoup Philippe pour l'invitation. Alors je vais revenir sur le Bwete Misoko et sur les rites initiatiques que j'ai étudiés au Gabon. Pas sur la rumeur, j'aurais effectivement pu l'inclure dans le sujet, mais ça faisait peut-être un peu beaucoup, donc ce sera plutôt une évocation d'un diptyque de mes recherches sur le Gabon, de mes recherches actuelles sur le Sénégal. Alors, si j'ai bien compris le projet proposé par Philippe dans ce séminaire, il s'agit d'étudier les variations culturelles des formes d'individuation, que cela concerne des individus ordinaires ou, bien souvent, plutôt des figures singulières, comme le Yuntachouar, les grands hommes Barouya qui avaient été décrits par Maurice Godelier, ou encore les héros, les saints, les prophètes, ou pourquoi pas aussi les vedettes médiatiques. Et donc, l'enjeu, il est de dépasser une série de grands partages qui, au cours de l'histoire de l'anthropologie, ont servi à penser
l'opposition entre l'Occident moderne et le reste du monde, hein, entre the West and the rest, pour le dire à la façon de Marshall Salins, l'opposition entre société à statut et société à contrat qu'on trouve chez Maine, entre communauté et société qu'on retrouve chez Tonis, entre solidarité mécanique ou organique chez Durkheim, ou encore, ça avait été évoqué lors de la séance introductive du séminaire, entre les sociétés holistes et individualistes selon Louis Dumont. Et donc, à rebours de ces dichotomies sommaires, Philippe avait souligné, il l'a rappelé dans la séance introductive du séminaire, que les Achuar, loin d'être rivés à des hiérarchies statutaires ou à des solidarités communautaires, faisaient figure d'individualistes déclarés, je cite ici une expression des Lances du Crépuscule. Alors je ne reviens pas sur la figure du grand homme, hein, cette personnalité forte, qui se distingue par sa bravoure, son art oratoire ou ses capacités à mobiliser des hommes lors des conflits. Et donc cet étonnement ethnographique l'a mené dans une démarche comparatiste, hein, à déconstruire ces dichotomies, en montrant par exemple que si l'approche holiste pouvait prétendre à une certaine forme d'universalité, elle serait en réalité bien moins appropriée aux sociétés animistes d'Amazonie qu'aux sociétés analogistes, comme celle de l'Inde ou encore de l'Afrique de l'Ouest. Des sociétés qui sont, et là je cite un passage de Par-delà Nature et Culture, très compartimentées, où la liberté de manœuvre individuelle paraît réduite et presque insupportable, à nos yeux du moins, le contrôle de conformité que le tout exerce sur les parties. C'est ainsi une façon de souligner l'affinité ou au contraire l'incompatibilité entre certaines approches théoriques et certains types de sociétés. C'est aussi une manière, d'une certaine façon, de donner un tour plus général, plus systématique aux remarques de John Barnes, qui, dans les années 60, pointait par exemple déjà l'inadéquation du paradigme africaniste des corporate groups pour étudier les sociétés des hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, où un modèle réticulaire s'avère mieux adapté. Et donc, dans ce cadre-là, je propose d'apporter ma propre pierre à cette étude comparatiste des voies de l'émergence individuelle, pour reprendre une expression qui était au titre d'un collectif du laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative qui avait été publié en hommage à Éric Dampierre à la fin des années 80. Donc une étude comparatiste des voies de l'émergence individuelle en m'appuyant sur mon parcours d'africaniste. Alors au départ, quand Philippe m'avait proposé d'intervenir, je pensais ne parler que sur mes recherches les plus récentes au Sénégal, sur la lutte sénégalaise, hein, le sport national dans le pays. Mais finalement, j'ai essayé aujourd'hui de faire un effort de mettre en perspective différents terrains, deux terrains notamment, et sujets de recherche depuis le début de mes travaux en anthropologie. Alors l'anthropologie, elle a longtemps donné des sociétés d'Afrique subsaharienne une image qui semble à l'exact opposé des hachoirs décrits par Philippe. La place des individus y serait étroitement encadrée par tout un système de statuts, de normes et d'institutions. Chacun était attaché, hein, généralement dès sa naissance, à des groupes conçus comme de véritables personnes morales, c'est l'idée au centre de la notion de corporate group, que ce soit des clans, des lignages ou des groupes castés. Et cette conception, qui est à la fois holiste et fonctionnaliste du social, serait si fondamentalement anti-individualiste qu'on a pu parler à ce sujet de totalitarisme lignagier. On doit cette expression à Marc Auger dans Pouvoir de vie, pouvoir de mort, un livre paru en 1977. Le totalisme lignagier n'étant finalement qu'une déclinaison régionale de cette idée de despotisme collectif qui avait déjà été avancée par Durkheim dans de la division du travail social. Et par exemple, un signe de cela, c'est l'idéologie de la sorcellerie qui en serait la meilleure illustration, puisque la figure repoussoire du sorcier servirait à réprimer et à refouler les pulsions égoïstes et individualistes qui menacent l'intérêt du groupe. Alors sur un versant plus positif, cet attachement de l'individu au groupe remplirait une fonction protectrice grâce au rôle des solidarités communautaires qui ont été amplement soulignées dans l'ethnologie africaniste. L'affaire, dès lors, semblerait entendue, il n'y aurait pas d'individu en Afrique. Mais qu'en est-il vraiment? Et c'est ce que je propose d'examiner aujourd'hui. Alors, dans la séance introductive du séminaire, Philippe avait rappelé que pour Louis Dumont, l'individualisme n'était en réalité qu'une vue de l'esprit. Puisque, en effet, selon Dumont, une société qui se pense comme individualiste serait en réalité une société holiste, aveuglée par son idéologie individualiste. Mais je me demande si en fait il ne faut pas symétriser l'argument de Dumont, dans la mesure où on pourrait dire qu'une société qui se pense holiste, c'est aussi une société aveuglée par une idéologie holiste.
Et sans doute, c'est en tout cas mon point de vue, la réalité dans toutes ces sociétés ne correspond ni véritablement à une idéologie individualiste ni à une idéologie holiste, mais ce qu'on trouve un peu partout, c'est des configurations d'interdépendance relationnelle qui peuvent néanmoins prendre des formes très variables, et a priori, il n'y a pas de raison de penser qu'elles se font toutes selon les principes de totalisation et d'ordre, comme dans l'idéologie holiste. Alors, pour examiner cela, je vais commencer par revenir sur les premiers terrains que j'ai menés dans la première moitié des années 2000 au Gabon, où j'ai étudié un rite initiatique, le Bwete ou Bwiti. Alors, dans sa version villageoise traditionnelle, telle qu'elle existe par exemple chez les Michogo, une population qui occupe les massifs forestiers des monts du Chahut au centre du pays, donc en Afrique équatoriale, il s'agit d'un rituel chargé d'intégrer les individus au sein d'un collectif socio-cosmique. Et cette intégration, elle se fait notamment à travers l'ingestion d'une plante hallucinogène appelée iboga, qui permet d'avoir des visions. Alors ces visions, elles sont évidemment individuelles, mais en même temps, elles sont fortement contraintes par le collectif des initiateurs qui exhortent littéralement les néophytes à voir et même à voir ce qu'il faut voir, quitte à faciliter d'ailleurs ces visions par tout un dispositif scénique. On peut utiliser des statuettes, des reliquaires, des masques comme support des visions, qui sont une manière de les orienter dans le sens voulu par les initiateurs. Et de ce point de vue, les visions initiatiques du Bwete Disumba constituent une sorte de visite à rebours par les néophytes de la cosmologie collective, où ils sont amenés à rencontrer les ancêtres mythiques du groupe, que ce soit par exemple Disumba, qui est censé être la mère mythique de tous les Michogo, ou encore Kombe, le soleil, Ngonde, la lune, sa femme, Minanga, les étoiles, etc. Et le néophyte n'est pas considéré comme initié tant qu'il n'aura pas vu et raconté ce qu'il faut voir. Donc là-bas, comme ailleurs, l'institution initiatique constitue l'un des piliers de la reproduction de l'ordre social. Le rituel mettant en effet en scène de manière assez évidente et reproduisant les principales hiérarchies sociales. En effet, l'opposition entre les gens qui sont initiés et les gens qui ne sont pas initiés reproduit largement celle entre hommes et femmes, puisque seuls les hommes peuvent être initiés et les femmes sont exclues de l'initiation. De même, l'opposition entre les initiateurs et les néophytes reproduit une autre relation hiérarchique centrale dans la société, celle entre les aînés et les cadets. Et toutes ces relations, elles sont elles-mêmes prises dans une relation hiérarchiquement englobante entre les vivants et les ancêtres, puisque le Bwete désigne en réalité les ancêtres. Donc on voit comment à travers le jeu des relations qui sont mises en scène dans le rituel, notamment au moment de l'initiation, comment cette initiation consiste en effet à incorporer des initiés dans un collectif qui les englobe, tout en leur assignant à chaque fois une place bien déterminée au sein de ce collectif. Et tout cela se traduit par des rituels qui privilégient les formes collectives. Par exemple, dans le Bwete Disumba, des danses groupées en masse compacte où tous les initiés, les initiateurs arrivent ensemble, rentrer dans la maison de culte. On retrouve ici, tant dans les principes que dans la façon dont ils sont mis en pratique dans les rituels, ces principes de totalisation et de hiérarchisation qui laissent finalement effectivement assez peu de place aux individus. Cependant, mon ethnographie ne s'était pas principalement focalisée sur le Bwete Disumba, mais sur une autre branche initiatique du rituel, le Bwete Misoko, qui est spécialisé dans la lutte contre l'infortune et la sorcellerie. Et cette branche du Bwete, elle était en plein essor au moment où je l'ai étudiée, dans la majeure partie du pays, en réalité déjà depuis le dernier tiers du XXe siècle, spécialement en milieu urbain. Donc elle est aussi bien répandue en milieu villageois qu'en milieu urbain. Et cet essor du Misoko par rapport au Disumba témoigne, à mon sens, d'un processus de périphérisation que traverse l'initiation à mesure qu'elle perd sa place d'institution centrale en charge de la reproduction sociale. Et cette distinction entre culte périphérique et culte centraux, je la reprends de Johann Lewis. En effet, le Disumba était et continue d'être une initiation qui est collective et obligatoire. On y est généralement initié par cohorte. Tous les jeunes garçons, même tranche d'âge à peu près d'un village ou d'un groupe de villages, sont souvent initiés ensemble. A l'inverse, dans le Misoko,
l'initiation, et c'est significatif, elle est toujours individuelle et volontaire. On décide, on se fait initier tout seul et on le décide suite à un choix, généralement un choix relativement contraint, c'est parce qu'on est malade, on a un problème, on se pense victime d'un sorcier. Mais c'est tout de même une initiation individuelle et volontaire. Alors, cette dérégulation religieuse, elle est corrélée à d'autres formes de dérégulation sociale. En effet, l'individualisation du recours initiatique, elle est à mettre en rapport avec l'urbanisation et le changement social qui l'accompagne. Par exemple, un affaiblissement du système clanique et lignagier, une monétarisation des rapports sociaux, ou encore des transformations des relations qui sont à la fois liées à l'âge et au sexe, ce que je voudrais examiner rapidement, notamment, premièrement, les relations liées au sexe, donc les relations entre les hommes et les femmes. En effet, depuis quelques décennies, les femmes ont fait une arrivée remarquée dans le Bwete, dans le Bwiti Misoko. Elles continuent d'être exclues du Bwete d'Isumba, mais elles sont désormais largement admises dans le Bwete Misoko. Donc une arrivée remarquée dans des rituels qui étaient traditionnellement réservés aux hommes. Vous avez ici une image où vous voyez un homme se faire initier en compagnie d'une femme au Bwete Misoko. Et dans le rituel, cette intégration des femmes, elle va se traduire de deux façons possibles, soit par une mixité, c'est-à-dire que les séquences rituelles vont être accomplies en commun par les hommes et par les femmes, soit au contraire par un dédoublement systématique des séquences rituelles, où des séquences seront d'abord accomplies par les hommes, puis par les femmes, ce qui est une manière à la fois d'intégrer les femmes au sein du rituel, tout en reconduisant leur subordination hiérarchique, étant donné que les initiateurs qui contrôlent le culte restent très largement des hommes. Deuxièmement, une transformation des relations liées cette fois-ci à l'âge, donc entre aînés et cadets. En effet, en forte compétition les uns avec les autres, les cadets tentent désormais de court-circuiter les logiques traditionnelles de la seniorité pour s'installer sans plus attendre comme père initiateur, espérant pouvoir vivre de cette carrière, sachant qu'en effet, les pères initiateurs les plus réputés attirent une clientèle, que ce soit en ville ou en milieu villageois, qui peut être assez large et peut vivre de leur art, notamment à travers de la divination, de la guérison, etc. Alors, dans le rituel, ça se traduit par le fait que les séquences collectives du Bwete voisinent désormais avec des séquences individuelles. Par exemple, au cours d'une cérémonie de Bwete Misoko, à un moment, c'est tout le groupe des initiés qui, ce qu'on appelle, fait rentrer le Bwete. Et donc là, on a typiquement une séquence collective. Tout le groupe des initiés va sortir du lieu de culte, va aller en brousse pour normalement récupérer ou amener avec eux les esprits, les ancêtres, donc le Bwete, et le faire rentrer avec eux, d'où l'appellation de la séquence « faire rentrer le Bwete ». Et cette séquence, qui est vraiment l'une des acmés les plus importantes de la cérémonie, est une manière de mettre en scène, de se mettre en scène plutôt, et de s'éprouver soi-même comme faisant partie d'un collectif soudé, une communauté qui inclut à la fois les vivants et les ancêtres, dans la mesure où le Bwete désigne les ancêtres eux-mêmes. Mais en même temps, ces séquences collectives typiques, qu'on pourrait analyser de manière durkheimienne, comme un moment d'effervescence collective à travers lequel les différents individus participant à la cérémonie s'éprouvent comme un collectif. Mais ces séquences, elles voisinent désormais avec des séquences plus individuelles. Par exemple, après la séquence de la rentrée du Bwete, les séquences de danse individuelle des Ganga, donc des initiés, qui sont donc des jeunes hommes qui vont rivaliser entre eux pour se faire remarquer. Ça se manifeste de différentes façons, notamment par la parure et le maquillage individuel. Chacun va chercher à se distinguer en ayant un maquillage distinctif, qui souvent reprend la livrée d'un animal, mais un costume aussi qui est le plus chargé, qui est une manière qui est un indice de statut. Donc des parures et des maquillages individuels, mais aussi à travers la danse. Et ce n'est pas du tout un hasard, à mon sens, si les pas les plus virtuoses des danseurs sont généralement qualifiés de bottes secrètes. Et on voit là comment le vocabulaire du combat est utilisé finalement et manifeste la rivalité, la concurrence entre ces lieutenants, comme on le dit parfois, du père initiateur, qui aspirent eux-mêmes à devenir initiateurs dans une situation assez vive de compétition les uns avec les autres. Et d'ailleurs, ces compétitions, il n'est pas rare, cette rivalité, elle n'est pas rare qu'elle donne lieu à des disputes
entre ces lieutenants, voire même à des accusations de sorcellerie entre eux, qui est assez classique, une manière de la sorcellerie d'exprimer, de pointer les rivalités, les tensions, les enjeux de rapport de pouvoir à l'intérieur d'un groupe. Donc, transformation des rapports entre les hommes et les femmes, entre les aînés et les cadets. Également, cette individualisation du recours initiatique, elle se traduit également dans les visions du Boete Misoko. En effet, dans le miroir initiatique, les néophytes Gave d'Iboga ne sont plus sommés de voir uniquement les ancêtres mythiques du groupe, mais ils vont désormais y scruter l'origine de leurs problèmes personnels, qui sont généralement liés à des suspicions de sorcellerie, qui peuvent refléter des tensions, soit à l'intérieur de la famille, mais aussi, ça peut être dans les relations de travail, les relations de voisinage, etc. Vous avez le reflet de l'image d'un initié du Boete Misoko dans le miroir en train de scruter ses problèmes personnels. Donc on a là une inflexion assez nette par rapport au Dissumba, même si on n'en arrive pas, comme dans le dispositif psychanalytique occidental, à une situation où tous les problèmes d'ego seraient rapportés à la petite enfance ou à des relations de parenté qui seraient essentiellement réduites à la famille nucléaire. Il n'en reste pas moins qu'on a, il me semble, une inflexion assez nette par rapport aux visions du Boete Dissumba. Et enfin, autre relation qui est transformée, c'est la relation architectonique elle-même, ce que j'avais appelé la relation hiérarchie englobante, aux ancêtres. Je l'ai dit, le Boete désigne les ancêtres. Et en effet, les objets rituels les plus importants du Boete, ce sont des reliquaires où sont gardés les ossements, et notamment les crânes ou certains morceaux du crâne de certains ascendants défunts. Vous avez ici l'image d'un père initiateur avec dans ses mains ce fétiche principal dans lequel il incorpore des restes de son grand-père, je ne sais plus si c'est du côté de son paternel ou maternel. Et en effet, devenir initiateur nécessite en principe de disposer d'un reliquaire. Sauf que, de plus en plus, l'utilisation rituelle des ossements humains a tendance à sortir du cadre de la parenté, c'est-à-dire à sortir du cadre collectif dans lequel elle trouvait traditionnellement sa légitimité. Puisqu'en effet, à défaut de pouvoir disposer du crâne de son grand-père, n'importe quel crâne fera l'affaire. Et tout cela amène à des faits divers tout à fait fréquents et récurrents, presque ordinaires dans la société gabonaise contemporaine, liés à des profanations de tombes pour y chercher des ossements, voire même à des histoires de sacrifices ou de crimes rituels, comme on le dit, comme le terme qu'on utilise souvent au Gabon comme d'autres pays d'Afrique. Et à mon sens, cette chasse au crâne constitue un bon exemple de la dérégulation religieuse que je pointais. Au lieu que l'usage des crânes soit conçu comme légitime, comme il l'était dans un cadre qu'on pourrait qualifier de religieux, il donne désormais lieu à des accusations de sorcellerie qui visent les initiés, les initiateurs, mais aussi bien souvent les élites, notamment politiques, que l'on suspecte bien généralement être les principaux commanditaires de cette chasse au crâne, qui est une manière pour eux ensuite de pouvoir briguer, accéder à des postes de pouvoir. Par exemple, il y a quelques années, une affaire avait vraiment défrayé la chronique pendant des mois et même rebondi, je pense, sur plusieurs années au Gabon, puisque c'est une affaire de crime rituel à nouveau, qui avait visé un sénateur avec une levée de son immunité, politique, des manifestations publiques au centre de Libreville et un emprisonnement avant que finalement l'affaire ne se dégonfle devant la justice. Et donc, d'une certaine manière, le succès du Boete Misoko consacrait la victoire du sorcier, cette incarnation africaine de l'individu individualiste, qui est une figure ambivalente qui suscite à la fois l'attirance, mais aussi la plus vive répulsion. Alors, en réalité, ce processus d'individualisation religieuse, il n'est pas totalement nouveau. Par exemple, depuis le début du XXe siècle, le Bwiti a vu l'émergence de plusieurs générations de prophètes réformateurs parmi les Fang du Gabon, qui sont une population qui habite le nord du pays, chacun cherchant à imposer sa marque individuelle sur cette version syncrétique du culte, comme André-Marie l'a très bien montré. Donc on a l'émergence, au lieu d'un collectif d'initiateurs, des figures de prophètes qui sont davantage individualisées. De manière plus générale, Jane Guyer a bien montré
que depuis très longtemps, en réalité, les sociétés d'Afrique centrale valorisaient les individualités singulières et la réalisation de soi, un point sur lequel elle insiste dans un article de 93, Wealth in People and Self-Realization in Equatorial Africa. Mais il n'empêche pas moins que dans la littérature africaniste, la figure de l'individu est très généralement prise dans le grand récit du développement de la modernité. Et on échappe en effet assez difficilement à cette opposition entre la tradition communautaire d'un côté et la modernité individualisante de l'autre. Alors, on a déjà maintes fois critiqué, et à juste titre, l'opposition entre tradition et modernité, qui finalement n'est qu'une autre déclinaison de ce grand partage entre l'Occident et le reste du monde, qui risque finalement d'obscurcir plus souvent les choses plutôt que de nous aider à les éclairer. Premièrement, parce que ce couple tradition-modernité, c'est bien souvent une terminologie indigène, utilisée par les acteurs eux-mêmes, d'ailleurs de deux façons qui peuvent être complètement opposées, puisque soit on va survaloriser une tradition qui sera généralement totalement idéalisée en reconstruisant un idéal de la communauté villageoise, par exemple, pour mieux critiquer la situation présente, en montrant que la société actuelle est dans un état de déréliction anomique. Sachant d'ailleurs que cette survalorisation de la tradition, on la retrouve à des niveaux, à des échelles assez importantes, puisque cette valeur de la tradition, elle a fait un retour assez marqué sur la scène publique depuis les années 90, y compris d'ailleurs au sein des institutions internationales comme l'UNESCO, notamment dans le cadre africain, après le constat d'échec des politiques de développement mises en place après l'indépendance. Donc soit on survalorise la tradition pour mieux critiquer la situation actuelle, soit au contraire, on va critiquer des traditions forcément arriérées pour louer une modernité enchantée. Et là, on retrouvera ce type de discours, par exemple, de manière assez nette, parmi les églises pentecôtistes, où les traditions sont forcément arriérées, même sataniques, et par opposition, on va mettre en avant une modernité, un miracle même de la modernité, sur un ton, une tonalité très enchantée. Donc, tradition-modernité qui est utilisée, qui est une terminologie indigène. Autre élément central dans la façon dont c'est mobilisé dans le champ de l'africanisme, c'est que très souvent l'opposition de tradition et modernité, elle recoupe l'opposition soit et où entre le passé et le présent d'un côté et le village et la ville de l'autre côté. Alors, en même temps, l'opposition chronologique, elle est problématique, la tradition du passé et la modernité présente, puisque souvent, on fait comme si la modernité n'avait commencé qu'hier, ou au mieux avant-hier. L'Afrique ne serait, de ce point de vue-là, entrée que très tardivement dans l'histoire moderne, voire pas encore tout à fait. Et vous voyez bien comment de telles conceptions ont pu avoir des échos politiques. Souvenez-vous du discours de Dakar de Nicolas Sarkozy qui disait en substance à peu près la même chose. Alors qu'en même temps, les historiens de l'Afrique ont très bien montré que les sociétés du continent avaient été marquées par des transformations de longue durée, que ce soit la colonisation, mais avant ça la traite négrière, et même bien évidemment avant ça des grandes civilisations précoloniales pluriséculaires. Mais à mon sens, il y a un intérêt tout de même à parler en termes de modernité, c'est que ça permet de focaliser l'analyse sur des transformations, des changements, des dynamiques, des processus, plutôt que de donner une image par trop figée et trop statique des sociétés et des cultures. Et ça me paraît indispensable pour comprendre la question des formes d'individuation dans les sociétés africaines contemporaines. Et de ce point de vue, l'Afrique des individus, pour reprendre le titre d'un ouvrage d'Alain Marie qui était paru en 1997, apparaît consubstantiellement liée à tout un ensemble de transformations sociales plus larges, parmi lesquelles notamment le processus d'urbanisation et la citadinité. C'est un point sur lequel Alain Marie insistait lui-même. Depuis l'époque coloniale au moins, les grandes villes sont en effet le creuset de cette nouvelle Afrique dont parlait déjà Georges Bollandier dans les années 50. Et des auteurs comme Alain Marie sont en effet interrogés sur les spécificités d'une modernité africaine qui combine à la fois des processus d'individualisation très nets et en même temps des processus de recomposition des solidarités communautaires
sachant que ces solidarités communautaires, elles avaient déjà été intégrées à l'indépendance dans le système clientéliste qui formait bien souvent l'un des piliers de l'État postcolonial, du moins jusqu'à sa remise en question sous les coups de butoir des politiques d'ajustement structurel qui avaient été imposées à un nombre de pays africains depuis les années 80. Et donc, bien qu'on ne puisse pas parler vraiment d'individualisme, dans la mesure où l'individu ne représente pas la valeur cardinale des sociétés africaines contemporaines, ces dernières sont marquées par une transformation progressive des formes de socialité qui fait émerger la figure d'un individu en tension, qui est écartelé entre, d'un côté, l'affirmation de son autonomie personnelle et de l'autre côté, l'attachement aux solidarités communautaires. Alors, j'avais été frappé lors de la séance introductive du séminaire qu'à plusieurs reprises, Philippe est jugé nécessaire d'insister que la situation qu'il décrivait chez les Achuar remontait à une quarantaine d'années. Et il a évoqué à plusieurs reprises les transformations contemporaines, par exemple le regroupement des maisons dispersées, l'émergence de leaders ou encore d'une fédération Chouar, mais sans les analyser plus en détail. Il semble que l'individualisme Achuar, qui met donc l'accent sur l'autonomie personnelle, se retrouve peut-être pas affaibli, mais en tout cas mis à l'épreuve par l'émergence de nouvelles formes de collectifs qui durcissent d'une certaine manière les relations. A l'inverse, sur mes terrains africains, on observe plutôt une trajectoire opposée. Les processus d'individualisation et de revendication d'autonomie personnelle ébranlent les anciennes logiques communautaires sans jamais toutefois les effacer. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces transformations, on doit nécessairement les penser en termes d'ontologie? Par exemple, le fait que l'ontologie analogiste traditionnelle se retrouverait ébranlée par le naturalisme moderne. Ou bien est-ce qu'on peut les penser comme l'effet de processus sociaux conjoints qu'il ne serait toutefois pas forcément possible de sursumer au sein d'une ontologie. Des processus sociaux qui peuvent être des transformations économiques et politiques, l'urbanisation que j'ai déjà évoquée, l'influence toujours grandissante des médias sur lesquels je reviendrai, ou encore des transformations sociales comme les reconfigurations de la parenté et des places de chacun en son sein. Alors, je voudrais maintenant revenir sur cette question des processus d'individualisation et de recomposition des formes du collectif en Afrique à partir de mes recherches plus récentes au Sénégal, notamment à partir du terrain que je mène depuis quelques années, 2014 même exactement, sur la lutte sénégalaise, lamb en Wolof, qui est le sport national dans le pays et qui, selon moi, offre une bonne illustration de la tension dialectique dont je parlais. Puisque, en effet, les champions de lutte avec frappe, donc la lutte sénégalaise, elle se distingue des autres formes de lutte traditionnelles africaines par le fait qu'elle autorise la frappe à main nue en plus des prises de lutte. Donc les champions de lutte avec frappe sont en effet des héros qui se distinguent par leur qualité athlétique. C'est en effet leur talent individuel qui les singularise de leurs semblables. On retrouve ici, du coup, là, ça m'amène à insister sur des figures du grand homme plutôt que sur des individus ordinaires. C'est toujours des individus singuliers, les champions. Alors, dans la lutte villageoise traditionnelle, dont les racines remontent à l'époque précoloniale, on peut trouver dans des documents de voyageurs du XVIe, XVIIe siècle déjà des descriptions de combats de lutte traditionnelle. Donc, dans la lutte villageoise traditionnelle, cette singularité, elle était toutefois produite entièrement par et pour le collectif. En effet, la lutte était étroitement associée aux valeurs et aux rites de sociétés fondamentalement paysannes. Les tournois étaient en effet organisés au moment des fêtes de la moisson. C'était des tournois intervillageois qui attiraient les champions de différentes localités environnantes, chaque village organisant un tour de rôle. Et ces tournois intervillageois étaient l'occasion de célébrer à la fois la vigueur de la jeunesse masculine, mais aussi l'abondance des récoltes, les deux étant évidemment intimement liés, puisqu'un bon lutteur, c'est un bon cultivateur, et un ventre bien nourri à la fois. Alors, parmi les diolas de la Casamance, chaque village préparait son champion en l'engraissant le jour du combat, et le jour du combat, je cite ici Louis-Vincent Thomas qui avait travaillé chez les diolas, on élargissait à coups de hache l'entrée de sa demeure pour montrer combien il avait pris de redoutables proportions.
Donc on voit très bien à travers ça comment le lutteur constituait une émanation du collectif, a été littéralement le produit du travail collectif de tout le monde qui avait engraissé en fournissant du mil, de la nourriture pour engraisser son champion. Chaque localité désignait en effet le champion chargé de la représenter dans ces tournois intervillageois. Et à travers ce champion, c'est toute la communauté qui triomphait ou était terrassée, qui se réjouissait ou qui pleurait. Alors, en même temps, à l'époque coloniale, la lutte sénégalaise va connaître des mutations très importantes. Au tournant du XXe siècle, en effet, la lutte arrive en ville, à Dakar notamment, où elle va être transformée en sport-spectacle, en spectacle commercial, sur le modèle des promotions de combats de boxe anglaise. Et donc, à l'exemple de la boxe anglaise, les combats sont désormais montés par des promoteurs privés qui vont négocier les cachets directement avec les lutteurs ou avec leurs managers, qui vont faire de la publicité pour attirer les spectateurs dans les arènes. Et à partir de ce moment-là, le champion cesse d'être finalement le héros de son terroir pour devenir une vedette adulée par les foules, c'est-à-dire qu'il n'est plus seulement applaudi par les siens, mais par un public désormais anonyme de spectateurs et bientôt de téléspectateurs. Il devient ainsi une vedette glorifiée dans les médias, selon le modèle de la célébrité sportive qui est née aux États-Unis à la toute fin du XIXe siècle. La première rubrique sportive, elle date de 1895 dans le New York Journal. Et il y a ainsi une importance, dès l'époque coloniale, constitutive des médias dans la lutte sénégalaise, comme plus largement dans le sport-spectacle. Le système du vedettariat devient tout à fait central. Vous voyez ici un exemple à 20 ans d'écart à chaque fois, de la façon dont les champions sont représentés dans la presse et glorifiés dans la presse. Dans les années 70, Double Less, Tafagay, que la presse surnomme le dieu de l'arène dans les années 90, ou aujourd'hui les principaux grands champions de l'arène. Et donc, reposant sur l'alliance de l'argent et des médias, cette société urbaine du spectacle entraîne un processus d'individualisation assez net des champions. Encore quelques images. Vous voyez ici un lutteur en train de faire démonstration avant le combat devant ses coéquipiers, devant la foule dans les tribunes et devant aussi, vous voyez, les caméras qu'on voit sur la droite. Ou autre exemple, la présentation des deux lutteurs qui vont disputer le grand combat, c'est-à-dire la tête d'affiche d'une journée, devant le drapeau, donc devant les caméras, et derrière, caméra devant, et derrière le drapeau avec le drapeau du parrain, c'est-à-dire des notables, notamment des hommes politiques qui parrainent les combats et qui sont là en grande délégation. On voit les femmes en grand boubou derrière, les promoteurs à ses côtés, etc. Le lutteur devient ainsi l'entrepreneur de sa propre carrière, les plus grands champions pouvant d'ailleurs gagner des sommes faramineuses. Le cachet record touché par Yekini lors de ce combat contre Balagaï 2 en 2012 s'est élevé à 200 millions de francs CFA, ça fait 300 000 euros, ce qui représente, pour vous faire une idée, plus de 400 ans de revenus moyens au Sénégal. Tout ça pour un combat qui dure généralement quelques minutes. Alors, Mohamed Ndao, dit Tyson, qui a été le roi des arènes de la fin des années 90 et du début des années 2000, et qui a pris sa retraite il y a peu, en 2016, est la meilleure incarnation de ce processus d'individualisation des champions, d'autant qu'on dit souvent de lui qu'il aurait révolutionné l'arène. Vous avez ici une image de Tyson, c'est la seule photo qui n'est pas de moi, où on le voit. Je vais revenir sur l'importance du drapeau américain. Alors, quelques éléments biographiques. Tyson, il a grandi dans la banlieue déshéritée de Dakar, à Pikine, et à la fin de ses études, toute fin des années 80, il se retrouve sans perspective d'emploi ni d'avenir, comme beaucoup d'autres jeunes conjoncturés de sa génération, victimes de la crise socio-économique due aux politiques d'ajustement structurel. Et pour s'en sortir, il décide alors de tout miser sur son capital corporel. Il a un gabarit impressionnant, plus d'1,90 m et déjà plus de 100 kg à l'époque. Et il commence d'ailleurs par le basket et la boxe, mais il n'y a rien à y gagner, donc il ne s'y investit pas, et il va au contraire s'investir dans la lutte, alors même qu'il ne fait pas partie d'une dynastie de lutteurs. Et parti de rien,
il s'impose de manière fulgurante, vraiment en quelques années, entre 95 et 97, dans l'arène, en terrassant tous ses adversaires de la génération, les champions de la génération précédente, mais aussi en devenant rapidement une vedette médiatique grâce à son sens très aigu du spectacle. Il refuse d'intégrer l'écurie Sérère, qui était l'une des plus grandes écuries historiques de la lutte avec frappe, alors même que ses origines familiales, des attaches, donc les Sérères, l'une des populations du Sénégal, le destinaient à rejoindre cette écurie. Mais il va créer sa propre écurie, qu'il appellera Boule Falé, ce qui veut dire en Wolof « ne te soucie pas », mais qu'on traduit plus souvent comme « on s'en fiche » ou « je m'en fous ». Et Tyson va promouvoir ce qu'il appelle lui-même ouvertement le sport business, en négociant ses cachets toujours à la hausse. Et il se décrit lui-même comme un self-made man et il vante le rêve de l'individualisme américain. Il arrive d'ailleurs au stade drapé systématiquement dans la barrière étoilée, comme vous le voyez. Et ce modèle américain que met en avant Tyson, il est présenté comme une rupture avec le carcan de la société sénégalaise. Une rupture avec le respect de la seniorité, le respect des anciens, une rupture avec les autorités établies qui sont vécues comme un frein au désir d'émancipation des jeunes générations. Et c'est précisément le sens du slogan Boule Falé, qui est, au-delà de Tyson et de son écurie, le nom d'un véritable mouvement générationnel. Je cite un discours, pas de Tyson lui-même d'ailleurs, mais de son batteur principal, de son musicien principal. Boule Falé est une philosophie je m'en foutiste qui n'est pas négative. Au contraire, il s'agit de tout faire pour ne pas s'encombrer des pesanteurs sociales qui gangrènent notre société. Et en effet, comme Jean-François Havard l'avait bien noté dans un article, Ethos Boule Falé, une nouvelle figure de la réussite au Sénégal, Tyson apparaît en effet comme une figure très individualisée de la réussite. Et précisément pour cette raison, il est l'idole de la jeunesse masculine des quartiers populaires de Dakar et de sa banlieue dans ces années-là, pour qui la lutte offre l'espoir de se faire un nom et de devenir quelqu'un sans avoir à tenter l'aventure de la migration internationale et faute de toute autre perspective locale en l'absence de diplôme ou de relations bien placées. Et donc en effet, Tyson, à la fin des années 90 et dans les cours des années 2000, et ensuite les autres champions qui lui auront succédé, ils vont attirer à la lutte des milliers de jeunes hommes des quartiers populaires de Dakar et de sa banlieue qui rêvent de devenir eux aussi un jour rois des arènes. Et cet engouement, il tient au fait que l'arène apparaît à tous ces lutteurs, ça doute d'ailleurs malheureusement en partie à tort, comme un univers de consécration méritocratique qui récompense le travail et l'effort au sein d'une société autrement marquée par une très forte reproduction des inégalités sociales. Alors, il faut noter que cette valorisation de l'effort personnel, elle emprunte d'ailleurs aussi bien à l'éthos religieux du travail chez les mourides, l'une des principales confréries soufis au Sénégal, qu'à l'éthos de la réussite individuelle propre aux démocraties capitalistes. Et c'est important d'ailleurs, si vous regardez l'image de Tyson, il est habillé dans la drapeau américain, la bannière américaine, mais derrière lui, il y a l'un de ses coéquipiers qui brandit le portrait de son marabout, Cheikh Ibrahim Niasse, Tyson étant un talibé, un disciple de la confrérie Niassène, donc qui jouait en permanence une sorte d'image hybride en renvoyant des éléments de sénégalité, on pourrait dire, comme notamment le rôle déterminant de l'appartenance à une confrérie religieuse, et d'autre part, cette référence plus extravertie aux États-Unis. Mais je crois qu'au-delà de Tyson, il ne faut pas complètement céder à la mythologie du héros sportif. Au-delà de ses mérites personnels, qui sont tout à fait indéniables, un athlète émérite, et un showman, un professionnel du spectacle aussi tout à fait talentueux, Tyson a bénéficié de conditions favorables sans lesquelles il n'aurait jamais pu connaître un tel destin. En effet, le self-made man parti de rien et devenu roi des arènes en quelques années est en réalité le produit des transformations sociales, économiques et politiques de grande ampleur que connaît le Sénégal dans les années 90. Du point de vue du côté des transformations sociales, je ne reviens pas, je l'ai déjà un peu évoqué, sur le fait que Tyson incarne tout un mouvement générationnel qu'il dépasse.
Et ce mouvement traduit les désirs d'émancipation des jeunes générations face à leurs aînés, avec une remise en cause des hiérarchies liées aux catégories d'âge. En effet, comme les adultes autour des lutteurs le soulignent souvent, les lutteurs ne sont jamais que des gosses, hein, Raleigh en Wolof, ce qui veut dire l'enfant, qu'on traduit souvent par le gosse, mais d'une certaine manière, en devenant des champions, ces gosses incarnent une réussite exemplaire pour toute la famille, pour toute leur famille et tout leur quartier. Donc on a l'émergence d'une sorte de forme de contradiction sociale, en fait, entre quelqu'un qui est à la fois un cadet et en même temps un grand homme à la fois, qui témoigne bien de ces transformations sociales et ces remises en cause, ou cet ébranlement en tout cas, des hiérarchies sociales. Alors ces transformations sociales, elles ont également une traduction dans le champ politique. Par exemple, à travers l'affaiblissement d'une Deagle, c'est-à-dire les consignes de vote données par les chefs confrériques, et consignes qui sont désormais bien moins suivies qu'avant, ou encore, et qui traduit un ébranlement, certes encore timide, hein, de l'alliance du religieux et du politique, sur laquelle le Sénégal repose depuis l'époque coloniale, au moins. Et autre traduction de cela dans le champ politique, c'est que le sacre de Tyson dans l'arène, il est contemporain du sacre du président Abdoulaye Wade, qui est élu à la présidence de la République en 2000, mettant ainsi fin à 4 décennies de régime socialiste depuis l'indépendance et achevant le tournant libéral pris par le Sénégal. Et cette élection d'Abdoulaye Wade en 2000, elle a suscité l'enthousiasme des électeurs, des jeunes des quartiers urbains notamment, c'est-à-dire ceux-là même qui portaient au nu Tyson, et qui avaient été séduits également par le slogan de campagne de Wade qui promettait le SOPI, qui veut dire changement en Wolof. Donc, transformation sociale, transformation également politique, transformation également économique, dans la mesure où les prétentions de Tyson n'auraient jamais pu être honorées si de nouveaux capitaux n'avaient pas été investis dans l'arène à la même époque. En effet, la spirale inflationniste des cachets à la fin des années 90 et dans les années 2000, elle a été rendue possible par l'afflux massif d'argent avec l'arrivée de nouveaux promoteurs privés dans l'arène et derrière eux, de très gros sponsors commerciaux, au premier chef, les opérateurs de téléphonie mobile, qui trouvent là un moyen de se faire concurrence entre eux et de chercher à augmenter leur part de marché en investissant massivement dans l'arène. Donc on voit comment tout cela est le fruit de la politique de libéralisation de la lutte qui avait été initiée au début des années 90 par les instances chargées par l'État d'encadrer et de réguler la lutte, hein, des instances qui avaient été mises en place en 1960 au moment de l'indépendance du pays. Et qui ont ainsi, ces instances officielles, ont pris acte des échecs d'encadrement des cachets et des échecs d'organisation des combats directement par les instances sportives. Donc on a bien là une forme de dérégulation. Et Tyson a également pu profiter d'une médiatisation sans précédent de son image, qui là encore n'est pas un hasard, puisqu'elle a été rendue possible par la libéralisation du secteur des médias dans les années 90 et l'essor de groupes privés. On a de manière très nette un basculement d'une logique reposant sur le contrôle par l'État à une logique davantage de marché. Donc en définitive, le processus d'individualisation à l'œuvre, ou les processus d'individualisation à l'œuvre au sein du champ sportif, sont un produit de l'alliance du capitalisme d'affaires et des médias dans un Sénégal converti au néolibéralisme dans les années 90. Alors en même temps, ce processus d'individualisation tout à fait indéniable, il n'empêche pas que la lutte reste en réalité une entreprise collective et qu'elle est explicitement pensée comme telle. Je vous cite la déclaration du père d'un jeune lutteur qui m'expliquait la lutte, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas le lutteur seul qui lutte, c'est tout le monde. Il y a plein de gens qui sont derrière lui. C'est vrai, c'est le lutteur qui est dans l'enceinte, mais il y a beaucoup de monde derrière lui. Des vieux, des mamans, des cousines, la famille, les voisins, les fans. En effet, la réussite d'un lutteur, elle s'appuie sur la mobilisation de plusieurs collectifs qui sont imbriqués les uns dans les autres. La famille du lutteur, son écurie, son quartier de résidence, mais aussi son village d'origine. Et on ne conçoit pas qu'un lutteur puisse faire carrière dans l'arène sans le soutien de ces collectifs. Alors, c'est d'autant plus vrai que ces collectifs, ils apportent aux lutteurs une solidarité qui est également matérielle. En effet, la préparation d'un combat coûte cher, notamment pour payer la mobilisation des supporters et la consultation des marabouts. Vous voyez là quelques exemples de mobilisation. C'est un tout jeune lutteur qui là disputait, si je me souviens bien, on le voit, il est là, le lutteur, il sort de chez lui, qui disputait son premier ou son deuxième combat à l'époque, et on voit qu'il réunit déjà plusieurs centaines de personnes qui vont se masser à son domicile avant qu'il parte au stade.
un autre exemple, des jeunes supporters qui montent à bord d'un minibus en brandissant un portrait de leur champion pour se rendre au stade et l'accompagner, le soutenir dans les tribunes. Et donc oui, cette préparation du combat qui coûte cher, elle nécessite en effet un investissement qui est supérieur au cachet que peuvent espérer des lutteurs en début de carrière, si bien que leurs familles sont amenées à s'endetter parfois pour leur permettre de tenter leur chance dans l'arène, et qui du coup rend absolument nécessaire ce soutien, cette mobilisation collective autour des lutteurs. Alors tout lutteur appartient en outre à une écurie, qui est le nom que l'on utilise, où il s'entraîne quotidiennement avec ses pairs sous la houlette d'un entraîneur. Deux autres images d'un entraînement d'écurie aux Parcelles Assénies, qui est la commune de la banlieue proche de Dakar où j'ai principalement mené mon enquête. Un autre exemple avec l'entraîneur, l'un des responsables administratifs de l'écurie, et puis les jeunes lutteurs lors des discours qui suivent souvent l'entraînement. Alors, ces écuries, on en compte officiellement plus de 150, et elles sont essentiellement implantées dans les quartiers populaires de Dakar et de sa banlieue. Ce sont des collectifs qui sont hiérarchisés, puisqu'elles ont à leur tête un chef de file et ensuite une série de lieutenants ou de poulains derrière lui. Il y a d'ailleurs parfois des filiations sportives qui se nouent au sein de ces écuries, des filiations qui sont d'ailleurs plus souvent électives que réelles, même s'il y a des dynasties, des familles de lutteurs. Et ces filiations sportives, elles se traduisent dans l'onomastique, puisque les lutteurs sont toujours connus d'après le surnom qu'ils se sont choisis. Ils ont toujours un nom de scène, on pourrait dire. Et on peut en effet emprunter le nom d'un champion qu'on admire, par exemple le chef de file de sa propre écurie. Et cette filiation, elle sera généralement indiquée dans le nom. Par exemple, Tyson, il y a un Tyson 2, on va rarement jusqu'à 3. Il y a un Gris Junior, on peut s'appeler Fils de Bala, ou encore Bébé Modulo, ou Tietou Manga, le terme Tiat désignant le dernier né d'une famille. Alors ces écuries, auparavant, elles étaient essentiellement organisées sur une base ethnico-régionale. Il y avait ainsi une écurie sérère qui regroupait naturellement les champions sérères, où il y avait une écurie du Baol qui attirait naturellement les lutteurs qui venaient de cette région du Sénégal. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, et les écuries recrutent principalement leurs membres, désormais, en fonction de leur appartenance commune à un quartier urbain. La solidarité sportive s'enracine ainsi dans les solidarités résidentielles et les sociabilités de voisinage. Les lutteurs et les écuries apparaissant de ce point de vue-là en bonne partie comme des émanations de leur quartier. Alors, à côté de l'écurie, la famille du lutteur et le cercle de ses amis se mobilisent pour le soutenir lorsqu'il a un combat. Son fan club est chargé d'élargir cette coalition au-delà de ce noyau restreint, en le faisant connaître au moyen de tout un travail réputationnel, par exemple en déployant des banderoles dans le quartier, en faisant du porte-à-porte pour collecter des fonds pour aider le lutteur à préparer son combat, etc. Là, vous avez ici une banderole, Fans Club de Gris Junior, de la Médina, donc la Médina, l'un des quartiers de Dakar, le pousse vers la victoire. J'aime bien, là on voit bien la formule, le pousser, on sent bien le lutteur qui est poussé littéralement par le collectif qui est derrière lui, selon l'expression, qui est généralement utilisé. Et donc, tout cela afin de recruter de nouveaux supporters dans le quartier. Alors, la renommée d'un petit lutteur, elle n'excédera guère les quelques pâtés de maison autour de son domicile familial, alors que les grands champions peuvent fédérer, eux, toute une commune derrière eux. Par exemple, toutes les Parcelles Assénies vont se ranger derrière Modulo, qui est le champion unanime de toute la commune. Et il en va de même pour Eumeusen à Pikine, ou encore Balagaï 2 à Guédiawaye. Mais, au-delà de son quartier, un lutteur doit également obtenir le soutien de son village d'origine, afin que les vieux, comme on les dit souvent, c'est-à-dire les aînés, favorisent sa victoire en priant pour l'un de leurs fils parti tenter sa chance dans les arènes de la capitale. Alors ce soutien villageois, il est très souvent pensé en termes magico-religieux, puisque en effet, à côté de sa préparation physique, un lutteur doit soigner ce qu'on appelle sa préparation mystique, en ayant à son service une armée de marabouts, tout particulièrement ceux de son village d'origine. Et alors que l'entraînement physique, il repose sur les efforts personnels du lutteur, qui s'entraîne 2 fois par jour, 3 fois par jour, bon, certes sous la houlette de son entraîneur, avec l'aide de ses coéquipiers, mais c'est d'abord son effort personnel qui est au centre
de son mérite sportif, mais ce dernier, le lutteur, n'est pas l'acteur, au contraire, n'est pas l'acteur principal de la préparation mystique, mais seulement son bénéficiaire. Il s'agit en effet d'une action effectuée par autrui sur son corps, parfois à distance. Là, vous voyez le préparateur mystique d'un des lutteurs qui lui verse ce qu'on appelle les safaras, donc des liquides, généralement de l'eau dans lequel un marabout a fait infuser, que ce soit un verset du Coran, des poudres, des plantes, etc., sur la tête peu avant qu'il dispute son combat. Un lutteur va arriver dans l'arène avec des dizaines et des dizaines de litres de safara pour sa préparation mystique, plus des dizaines et des dizaines d'amulettes, de talismans qu'il va porter sur lui, etc. Donc, une action effectuée par autrui sur son corps. Les marabouts travaillent en effet pour le lutteur au double sens du terme travail, hein, qui en Wolof c'est ligay, le terme Wolof c'est ligay, qui désigne à la fois le travail ordinaire, mais aussi par extension la magie instrumentale, ce que l'on traduit généralement en français par le maraboutage. Donc les marabouts travaillent littéralement le lutteur. Oui, voilà une image d'un lutteur, un jeune lutteur allait consulter dans son village d'origine un marabout pour sa préparation mystique peu avant un combat. La préparation mystique étant surtout l'affaire des vieux, de ce qu'on appelle les vieux, son importance dans la lutte, elle consacre en réalité le caractère gérontocratique de la société sénégalaise. Elle affirme que la jeunesse ne saurait réussir sans le concours des anciens, puisque la force des lutteurs, Dolé, est impuissante sans le savoir, Ramram, qui lui est détenu par les anciens. L'idiome mystique met ainsi en avant le fait que la force du lutteur, plus largement sa puissance d'agir, n'est pas de nature individuelle, puisqu'elle est le produit du travail collectif de tous ceux qui se mobilisent pour sa victoire. Vous en avez ici une autre illustration, c'est l'un des préparateurs mystiques du lutteur qui, au moment de son combat, pointe une corne vers son adversaire, donc ce qui est une manière pour lui de participer activement au combat en visant l'adversaire, et qui, selon moi, illustre bien cette dimension collective du combat. C'est d'ailleurs ce qui pouvait expliquer, par exemple, que de nombreuses connaissances du quartier où je résidais soient venues me féliciter personnellement pour la victoire d'un lutteur dont j'étais proche, qui était une manière de me dire, au début je ne comprenais pas pourquoi on venait me féliciter moi, comme c'est moi qui avais gagné le combat, mais qui était une manière très claire, enfin, qui est tout à fait classique, d'associer finalement le collectif qui s'est mobilisé autour du lutteur dans sa victoire. Et cette conception très largement partagée, vous voyez qu'elle va directement à l'encontre de l'idée d'autonomie personnelle. Alors certes, il est vrai, quelques rares lutteurs rejettent cependant la préparation mystique par conviction religieuse, notamment ceux qui se revendiquent d'un islam plus rigoriste. L'un d'eux déclarait par exemple « Je ne crois pas en cela, mais je crois en Dieu car il n'y a que Dieu. C'est pourquoi lors de mes combats, je ne porte aucun gris-gris. La lutte est un combat individuel. Au coup de sifflet de l'arbitre, il n'y aura que 2 lutteurs qui se feront face. » Donc, bien qu'en réalité très minoritaire, hein, ce genre de discours, vous voyez, il montre comment certains courants religieux participent à l'émergence d'un ethos individualiste en promouvant une morale de l'autonomie personnelle. Un lutteur qui dit non, un combat, ce n'est pas 2 collectifs, c'est 2 lutteurs individuels qui s'affrontent dans l'arène. D'ailleurs, hein, ouvrir une parenthèse, en contexte chrétien africain, l'immense succès des églises pentecôtistes va lui aussi dans le même sens, puisqu'il contribue à arracher les individus aux anciennes solidarités communautaires qui sont dénoncées comme étant la marque de l'emprise des démons et des sorciers. Mais, en dépit de ce genre de discours, la lutte sénégalaise reste cependant très majoritairement conçue comme une entreprise collective. Les lutteurs déclarent en effet devoir leur succès à leurs supporters. Ils font partie de nous, sans eux, nous ne sommes rien, est une déclaration tout à fait courante. Et la relation qui lie les lutteurs à les supporters, est en effet faite de réciprocité. Les supporters donnent aux lutteurs leur soutien en échange de la victoire. Mais s'ils se sentent trahis par un lutteur qui enchaîne les défaites ou alors qui manque de les remercier publiquement, ils pourront se montrer tout à fait menaçants à son égard. J'en veux pour preuve, par exemple, ce discours d'un ressortissant de la région d'origine de Yekini qui, déçu par son manque de reconnaissance, me disait « Si tu as une certaine valeur, il faut partager. Si tu as une victoire, tu ne peux pas donner de l'argent à tout le monde, mais il faut donner du respect. Le gosse, là, il parlait d'Yekini, quand même un beau gosse de 130 kilos il y a d'une trentaine d'années, il est ingrat. Il a beaucoup d'argent. Il croit que c'est sa propre force, mais on va lui montrer que ce n'est pas sa force.
Et en effet, selon lui, la défaite de Yekini face à Balaguer II en 2012, qui lui a alors ravi le titre de roi des arènes après 15 ans d'invisibilité de Yekini dans l'arène, s'expliquait par non pas une mauvaise performance sportive, mais par la défection des siens, des soutiens de Yekini, notamment des gens de sa région d'origine, qui lui auraient retiré leur soutien mystique parce qu'ils étaient déçus par cette ingratitude. Et privé de ce soutien, Yekini se serait retrouvé sans force et aurait été terrassé. Alors le principal reproche à son égard était une ingratitude qui entraînait un manque de reconnaissance financière. En effet, le lutteur, lorsqu'il négocie ses cachets, c'est librement avec le promoteur, c'est en son nom propre, à travers ensuite la signature d'un contrat privé qui le lie de manière individuelle au promoteur. Ça prouve ainsi que l'individualisme est aussi une affaire juridique et une question de propriété. On renvoie à la notion d'individualisme possessif. Néanmoins, le lutteur qui s'approprie normalement de manière individuelle cet argent, il est fortement incité à en redistribuer une partie de ses gains à son cercle proche, mais aussi au-delà, dans son écurie, dans son quartier, dans son village d'origine. Il apparaît ainsi continuellement, et c'est dit et redit de manière récurrente, comme en dette de ses supporters, ne serait-ce que de façon symbolique. Et cette logique de la dette, qui est un concept central de l'anthropologie africaniste, s'il en est, elle arrime l'individu au groupe en lui rappelant là où résident ses obligations. Et c'est encore cette logique de la dette qui fonde la critique acerbe des champions qui sont devenus invisibles dans leur propre fief ou qui sont partis s'isoler égoïstement derrière les grilles d'une villa dans les beaux quartiers pour tenter d'échapper aux sollicitations de leurs proches, de leur quartier, etc., qui est quelque chose d'assez systématique, mais qui fait l'objet de critiques récurrentes. Alors, du fait de sa dimension collective, le combat n'est pas vécu comme une simple compétition entre deux athlètes, mais bien comme une guerre. Ce ne sont pas deux individus seulement, mais des écuries, des familles, des quartiers qui s'affrontent à travers eux dans l'arène. Le combat déborde en effet de l'arène, et il implique, souvent d'ailleurs de manière parfaitement physiquement, les coéquipiers et les supporters. Alors, les alliances entre les écuries et entre les quartiers, qui selon les circonstances vont s'unir ou s'opposer pour faire face à leur adversaire du moment, ces alliances, elles répondent à une logique territoriale et généalogique qui est quasiment de type segmentaire et qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler le modèle canonique de la société annuaire selon Evans Pritchard. On retrouve par exemple très nettement des mécanismes de fission dont parlait Evans Pritchard. Lorsque un lieutenant fait concurrence à son chef de file au sein d'une écurie, vu qu'il n'y a pas de la place pour deux champions à la tête d'une écurie, il n'a pas d'autre choix que de partir fonder sa propre écurie. En même temps, des écuries voisines géographiquement ou liées sur le plan généalogique, parce que c'est un champion d'une écurie qui est allé fonder une nouvelle écurie, donc des écuries voisines ou liées sur le plan généalogique vont s'unir face à une autre écurie lorsque l'un des lutteurs affronte un lutteur de cette écurie. Alors, ces mobilisations collectives, elles sont cependant pas totalement automatiques, mais elles sont le fruit d'un patient travail de coalition factionnelle. Par exemple, les principaux chefs de file des écuries de Pikine, qui est la plus grosse commune de la banlieue de Dakar, la plus populaire, et donc celle où, de facto, il y a le plus de lutteurs. Donc les chefs de file de ces écuries de Pikine se sont par exemple unis depuis quelques années derrière le slogan 100% Pikine pour se soutenir mutuellement en cas de combat, sans pour autant parvenir complètement à surmonter les conflits tenaces qui pouvaient opposer durablement plusieurs d'entre eux. Par exemple, Tyson et Eumesen, son ancien lieutenant, qui est depuis lors parti fonder sa propre écurie et qui sont brouillés et qui, donc, là, ne s'entendent pas. Alors, comme Philippe l'avait noté à propos des hachoirs, la guerre, dont finalement le combat sportif est un équivalent symbolique, permet ainsi de reproduire, mais aussi de renégocier les identités collectives et les frontières entre les groupes. C'est un point qui soulignait dans l'article de 93, les affinités sélectives. Les discours des lutteurs et de leur entourage, ils ont souvent tendance à parler de la solidarité comme si elle allait de soi. Toute une famille, tout un quartier ou une communauté villageoise s'unirait naturellement derrière son champion. Il y a là, à mon avis, ce que je soulignais un peu au début, une façon d'idéaliser un peu les solidarités communautaires, comme si elles étaient parfaitement évidentes. Mais en réalité, cette idéologie corporatiste, elle ne correspond pas
à ce que l'on peut observer sur le terrain. En effet, au sein d'un même quartier, plusieurs lutteurs sont en concurrence pour percer dans l'arène. Même si jamais ils s'affronteront directement, on ne peut pas affronter quelqu'un avec qui on a grandi depuis l'enfance, qui fait partie de son écurie, etc., ou qui fait partie du même quartier. Mais solidarité oblige. Mais en même temps, ils sont néanmoins en concurrence l'un pour l'autre pour devenir roi des arènes, puisqu'il n'y en a qu'un des rois des arènes. Ayant grandi en ville, de même, le fils d'un village n'entretient parfois plus qu'un lien distendu avec celui-ci, et il doit cultiver de manière opportuniste ce qu'on peut appeler son capital d'autochtonie, en y retournant quelques jours à l'approche d'un combat. Donc là aussi, même la mobilisation du village d'origine, elle n'est absolument pas naturelle. De même, un lutteur doit arpenter quotidiennement son quartier pour se faire connaître et glaner des soutiens, y compris matériels. Et son fan club travaille lui aussi à essayer de le rendre populaire dans le voisinage. Donc comme on le voit, la réussite dans l'arène, elle n'est pas uniquement une affaire d'excellence sportive, puisqu'elle nécessite un important travail réputationnel de la part du lutteur et de son fan club afin de coaliser le maximum de supporters derrière lui. Il faut parvenir à accumuler de la richesse en personne. J'utilise ici le concept Wealth in People que l'on doit à Caroline Bledsoe dans son travail chez les Kpélé du Libéria et qui a ensuite souvent été repris dans la littérature africaniste. Le lutteur est en effet riche de toutes les personnes qui sont derrière lui pour le soutenir. Et c'est d'ailleurs très précisément ce qu'exigent de lui les promoteurs, puisque pour des raisons commerciales, les promoteurs privilégient les lutteurs qui attirent le plus de spectateurs au stade. De ce point de vue-là, les grands champions de la lutte sénégalaise, il me semble, ont quelque chose des big men mélanésiens. Ces self-made men, les mélanésianistes ont parfois décrit les big men comme des self-made men, ces self-made men qui construisent leur pouvoir et leur prestige en rassemblant autour d'eux des réseaux de partisans grâce à leur générosité calculée. D'ailleurs, comme leurs homologues mélanésiens, le leadership des lutteurs sénégalais est toujours précaire. Quelques défaites de rang suffisent à amorcer la désaffection de leurs supporters, la décote de leurs cachets et à les faire déchoir de leur statut de champion du quartier. Alors, troquer le paradigme des corporate groups et des systèmes segmentaires pour celui plus réticulaire des big men permet de voir les choses sous un jour un peu différent en présentant une Afrique qui est en quelque sorte mélanésianisée. Puisque si le champion est l'émanation de plusieurs collectifs imbriqués, l'écurie, la famille, le quartier, le village d'origine, c'est aussi lui qui leur donne consistance à travers la dynamique de mobilisation qu'il initie. Alors bien que ce travail de coalition s'appuie sur des enracinements communautaires préexistants, il ne se contente pas de les reproduire à l'identique. Il produit aussi du neuf. Les lutteurs, en effet, contribuent activement à faire exister les quartiers en forgeant un sentiment d'appartenance commune au-delà de la seule logique du découpage administratif des territoires urbains. En effet, l'identité d'un quartier, du point de vue vécu par ses habitants, au-delà juste du fait qu'il est reconnu officiellement avec tel nom, etc., l'identité d'un quartier, l'identité vécue d'un quartier, elle tient aussi au fait d'avoir un champion capable de représenter ses habitants dans l'arène et de défendre leur honneur et leur prestige face aux autres quartiers. Ce que montrent bien les banderoles, vous voyez, Super Francky, l'espoir qui fait rêver les parcelles, donc Franc étant l'un des lutteurs qui, au moment où je menais mon combat, il habitait vraiment la maison à côté de moi, émergeait comme l'un des espoirs, des champions représentant les parcelles assainies. Et vous voyez le Franc en question au moment d'un combat, qu'il a d'ailleurs remporté. Donc un champion capable de représenter ses habitants dans l'arène et de défendre leur honneur et leur prestige face aux autres quartiers. Et cette capacité à fabriquer du collectif, elle explique, à mon avis, en partie, ce formidable engouement pour la lutte dans la société sénégalaise. Le lutteur est donc un champion au sens le plus littéral du terme. Ce n'est pas juste un athlète de premier ordre, mais c'est aussi et surtout quelqu'un qui défend la cause ou la réputation d'un groupe au-delà de sa personne. Et derrière cette identification métonymique entre un champion et son quartier, on retrouve une forme d'individuation typique des sociétés analogistes, selon Philippe, c'est-à-dire un individu singulier qui incarne un collectif et qui permet de le faire tenir ensemble en le représentant
au sein d'un système plus large, un quartier toujours face à d'autres quartiers. Donc en définitive, et je conclurai là, la fabrique des champions dans la lutte sénégalaise, elle témoigne de l'ambivalence des processus d'individualisation à l'œuvre dans les sociétés africaines contemporaines. Les lutteurs sont des grands hommes qui se singularisent par leur excellence athlétique. Consacrés par le pouvoir des médias et de l'argent, cette singularité prend la figure de la célébrité sportive. Et on constate ainsi que cette forme d'individualisation, elle est vécue dans les années 90 sur le mode de la rupture avec les hiérarchies d'âge et de classe. Le champion incarnant les aspirations à la réussite et à l'autonomie personnelle de la jeunesse face à ses aînés, mais aussi des classes populaires face aux élites. Les lutteurs sont tous issus des classes populaires. On retrouve finalement, on pourrait ici utiliser la notion de cadets sociaux, proposée par Jean-François Bayard, reprenant les analyses classiques de l'anthropologie marxiste africaniste, qui permet de penser ensemble d'ailleurs cette double domination d'âge et de classe. Donc, ce que je soulignais, c'est cette contradiction, le fait que le lutteur est à la fois un cadet social et un grand homme en même temps. Mais en même temps, ces individus singuliers sont portés par des collectifs dont ils sont le produit, mais qu'ils contribuent du même tenant à faire exister en tant que tels. Et c'est en ce sens, et ce sera ma phrase de conclusion, qu'on peut dire que l'individu représente en quelque sorte le point de cristallisation du collectif. Merci. Merci Julien pour cette très belle analyse, tout en finesse de l'ethnographie de deux de tes terrains. J'ai d'ailleurs noté un lapsus qui m'a... Peut-être que le public l'a noté aussi, lorsque tu as dit au lieu de mener mon terrain, de mener mon combat. Et donc on voit l'identification profonde qu'il y a. Peut-être faut-il dire au public que Julien est le président d'un club de lutte à Dakar. Malheureusement, j'ai perdu plus de combats que j'en ai gagné. Je voudrais commencer la discussion par la remarque très juste que tu as faite à propos de la formule de Dumont qu'il faudrait la symétriser, c'est-à-dire, en réalité, est-ce que les sociétés holistes ne sont pas elles-mêmes aveuglées par l'idée du collectif au détriment de l'individu? Et ce qui est une chose qui est très frappante dans tout ce que tu nous as évoqué, en effet, c'est ce rapport entre individu et collectif, c'est-à-dire au fond, à la fois dans le boité et dans la lutte, à la fois le fait qu'il y a des individus qui font appel à, dans le cas du boité, par exemple, ces captations d'ancestralité, ces vols de crâne, etc. Donc, quelle que soit la forme de la compétition dans laquelle on est engagé à l'intérieur de ces groupes initiatiques, il faut toujours se référer à un collectif qui va asseoir la légitimité des actions qu'on entreprend. Et même chose pour la lutte, l'importance du collectif que tu as bien souligné, le quartier, le fait que le lutteur, en partie dans le cas de Tyson par exemple, est un peu exceptionnel en ce sens qu'il ne vient pas d'une famille de lutteurs, donc il s'est fait lui-même, c'est un self-made man, etc. Et en même temps, je me suis... Alors, tu as évoqué quelques grandes figures de la singularité, si je puis dire, sur lesquelles l'ethnologie africaniste a mis l'accent au fil du temps, c'est-à-dire le sorcier, le prophète, qui est une figure plus récente. Et je pensais à une autre figure que tu n'as pas évoquée. Elle est probablement moins présente en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale ou en Afrique de l'Est. Ce sont les héros fondateurs de dynasties. C'est-à-dire, c'est cette figure, par exemple, du chasseur errant et qui, tout d'un coup, se trouve rencontrer, c'est le mythe d'origine de beaucoup de royautés sacrées, des jeunes femmes qui lui donnent à boire et qui l'épousent.
et qui donc est à l'origine d'une dynastie, qui est fondée sur le fait qu'il n'y a pas d'échange véritable en dehors de cette union initiale entre le roi sacré ou ce héros fondateur de dynastie, et puis les groupes lignagés, c'est-à-dire qu'il reçoit des femmes mais il n'en donne pas. Et donc il se situe hors du collectif en ce sens-là, et c'est ça qui fonde au fond son pouvoir, c'est-à-dire qu'il coiffe des collectifs sans en être dépendant. Et donc la première question, est-ce qu'on peut voir dans cette figure une forme de singularité, une forme d'individualisme qui est non seulement mythique en ce sens que c'est l'origine d'une dynastie, mais qui se perpétue à travers des dynasties de rois ou de souverains de quelque nature que ce soit, et qui assez souvent, dans le cas du roi sacré d'ailleurs, sont mise à mort. Alors il y a toutes les raisons qu'évoque Fraser pour la mise à mort du roi, qui est le garant de la fertilité du royaume, etc. Mais il y a aussi, peut-on penser, le fait que, n'ayant pas les solidarités lignagères qui lui permettent, dans certains cas, de continuer à exercer son pouvoir, il est effectivement démuni lorsqu'il s'agit de passer la main et de le remplacer par un autre roi. J'ai pratiquement rien à dire dessus, parce que n'ayant pas travaillé dans des régions où il y avait des royautés sacrées, j'ai pas trop travaillé là-dessus. Question qu'on trouve par exemple discutée dans Luc de Heuch, ses travaux sur les royautés sacrées en Afrique centrale. Au Gabon, là où je suis, c'est un peu la frange septentrionale des grands royaumes d'Afrique centrale, et qui n'ont pas vraiment été touchés là-dessus. Mais donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, et qui met effectivement en tension ce qui peut se retrouver d'ailleurs décliné sous d'autres formes, les relations entre l'étranger et les autochtones, donc l'allochtonie et l'autochtonie, et en même temps, donc du coup, ce héros fondateur qui a besoin de construire des alliances avec des autochtones pour fonder la légitimité de son pouvoir et ne pas être effectivement démuni, puisqu'il ne peut pas s'inscrire dans un groupe. Donc il y a même des reconstructions de collectifs autour de cette figure qui, a beau être singulière, ne peut pas rester complètement singulière, au point sinon de ne pas pouvoir réussir son entreprise. Donc j'ai vraiment pas plus à dire que ça. Juste une petite remarque par contre sur l'autre point que tu soulignais au départ. Tu disais qu'à chaque fois on retrouve dans le Boëté des façons de s'approprier des formes d'ancestralité, et donc des individus de s'inscrire dans des collectifs. En même temps, c'est pas du tout les mêmes, dans la mesure où dans, on va dire, le dispositif, la façon dont il fonctionne de manière traditionnelle dans Disumba, le crâne est celui de quelqu'un qui est littéralement un ascendant défunt, qui peut être s'inscrit soit dans le cadre lignagé, soit dans le cadre clanique pour les ascendants les plus prestigieux. Mais on sait, c'est tel village, le clan dominant il est tel, et c'est eux qui ont la garde de tel reliquaire, de Boëté qui est le plus important, qui a un nom, etc. Donc c'est vraiment des collectifs qui ont une réalité sociale, qui sont nommés, etc. Alors que dans la situation urbaine, la situation du Mesoko, etc., espèce de chasse au crâne complètement dérégulée, on cherche à s'approprier de l'ancestralité, mais c'est plus du tout la même, parce que c'est un collectif qui est désormais quasiment vide, presque indéterminé. C'est une sorte d'ancestralité générique qui renvoie à plus du tout, à plus à rien. Donc on va prendre le crâne de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors on dit quand même, il faut faire attention, parce que si c'était un criminel ou quelqu'un qui est mort de maladie, c'est quand même pas terrible. Mais on va retourner un peu de terre dans un cimetière et imaginer qu'on s'approprie une ancestralité qui est devenue un collectif indéterminé, anonyme d'une certaine façon. Et je pense que ça témoigne des façons de se rapporter au collectif qui sont très différentes entre le reliquaire de tel clan de telle personne de tel clan qui est la garde dans tel village, ce qui est toujours le cas en milieu villageois à Michogo. On me disait non, là il est là, c'est eux qui ont la garde de ça, il est caché à tel endroit. Alors que en ville, tout d'un coup, on a un rapport à l'ancestralité qui est devenu pourrait dire, qui passe au niveau imaginaire, pour le dire un peu à la manière de Godelier. Et une autre façon dont c'est marqué, c'est que du coup arrive
la figure des pygmées là-dedans, qui sont, là on retrouve un peu la question les premiers arrivants et les autres. Les pygmées sont dans toute cette région les premiers arrivés lorsque les agriculteurs bantous ont migré, colonisé la région. Et ils gardent, alors c'est les parias au niveau social, c'est vraiment les complètement prolétarisés, on les a obligés de se sédentariser le long des routes, etc. Ils vivent plus trop en forêt, bref, et ils sont des dépendants au service des maîtres bantous pendant longtemps. Mais cette domination sociale, elle voisine avec un prestige symbolique très fort, puisqu'ils restent les premiers hommes. Ils sont vus comme une sorte d'archi-ancêtres. Et de plus en plus, les initiés en ville se construisent de l'ancestralité avec ces pygmées, mais des pygmées complètement fantasmés et mythiques qui deviennent un bon signifiant pour renvoyer à une ancestralité qui est complètement générique et qui est sortie de tout, d'une dimension collective sociale réelle, un clan, un lignage, etc. Donc on voit, ça construit des collectifs assez différents entre des initiés villageois où on sort le reliquaire de tel clan et c'est lui qui va être central dans l'initiation des novices, et un initié urbain qui va voir des pygmées dans ses visions alors qu'il n'en a jamais vu. Je vais revenir sur une autre remarque que tu as faite à propos de l'article de Barnes sur l'inadéquation des modèles africains pour la Mélanésie. Et ce que tu proposes, effectivement, c'est l'importation du modèle mélanésien de Beckmann pour l'Afrique. On avait eu une discussion la semaine dernière à propos des souris en Amazonie, où il y avait aussi des figures qui n'étaient pas loin de Beckmann, c'est-à-dire qui manipulaient des réseaux d'échange agonistiques. Et dans le cas de la lutte, le Beckmann, évidemment, c'est la différence, me semble-t-il, entre le Beckmann mélanésien et le lutteur, c'est que le Beckmann mobilise des ressources mélanésiens, mobilise des ressources des gens qui acceptent de le suivre, pour des dons agonistiques qui lui permettent mais qui doit ensuite, lors d'un autre échange, redistribuer à l'intérieur de sa faction. Et là, dans ce que tu décris, il semble que le lutteur, redistribue moins, et dans certains cas même ne redistribue pas du tout, puisque c'est une raison pour sa mise à distance, voire son ostracisme, dans certains cas, lorsqu'il est mesquin vis-à-vis de la faction qu'il utilise. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette question du rapport de la gestion, au fond, de l'argent, des dons, des richesses entre le lutteur et la faction qu'il soutient? Alors, je crois que l'analogie avec le Beckmann mélanésien, elle reste pertinente, notamment via en fait la mobilisation du concept de wealth in people, de richesse en personne, qui a été aussi un pont à lequel les africanistes ont construit justement un pont avec les mélanésianistes et les Beckmann. Mais en même temps, il y a évidemment des différences. Il ne s'agit pas de le souligner. La première étant déjà que le Beckmann mélanésien, il s'inscrit dans le champ qui est avant tout un champ politique, quand même. Alors que là, on en reste dans un champ sportif, c'est quand même un peu autre chose, et il n'y a pas d'accrochage véritablement entre le champ sportif et le champ politique. Les lutteurs, enfin bon bref, je ne peux pas revenir. On ne peut pas envisager un lutteur qui deviendrait une personnalité politique qui utiliserait, convertirait son... Il n'y en a pas. Les quelques exemples de cas, ils sont très locaux, de lutteurs qui tentent de se faire élire, conseiller municipal, etc. Et globalement, ça ne marche pas vraiment. Par contre, il y a une forme de complicité réciproque sur la base d'intérêts partagés entre les lutteurs et les politiciens. C'est-à-dire que, en fait, globalement, les élites politiques, notamment, parrainent les combats et parrainent parfois les lutteurs, parce que c'est une bonne façon de se construire une légitimité populaire, et donc ils donnent énormément d'argent aux lutteurs qui vont soutenir pour l'aider à préparer son combat. Et donc il y a ce jeu un peu j'analyse l'arène comme une sorte de caisse de résonance de notoriété, à la fois pour les lutteurs, qui, eux, cette notoriété, elle se construit sur la question de la popularité, c'est-à-dire être ancré dans son quartier, qui est ensuite un tremplin vers une célébrité médiatique, alors que dans le cas des élites, c'est une forme de notoriété qui prend davantage une forme de la respectabilité, de la notabilité de ceux qui sont déjà établis, mais il y a quand même
cet accrochage, mais qui n'est jamais une conversion d'une réussite dans le champ sportif vers le champ politique de la part des lutteurs. Donc il y a quand même cette différence-là. Et il y a aussi la différence massive, finalement, que je soulignais, c'est que le big man, il est le meilleur, et c'est souvent l'aîné du groupe. Enfin, c'est une figure dominante de ce point de vue-là. Alors ce que je soulignais dans le grand homme, le lutteur, le champion, il est vraiment dans une situation ambivalente, parce que c'est un grand homme, il peut être fabuleusement riche comme personne ne peut être riche dans son quartier, mais en même temps, ça reste un cadet. Et donc c'est toujours aussi un gosse, c'est toujours le fils d'une famille. Et donc il est toujours pris quand même dans ses relations d'autorité. Et on ne peut pas, au Sénégal, le respect aux parents est hyper important. Tous les lutteurs, si on dit pourquoi tu luttes et qu'est-ce que tu voudrais faire avec ton argent, tous, c'est pour aider mes parents. Construire une maison, pouvoir offrir à mon père un pèlerinage à la Mecque, pour qu'il devienne Hadj, c'est vraiment la chose centrale. Ce qui fait que du coup, ça ne peut pas être des grands hommes complètement. C'est des grands hommes dans le champ sportif, des célébrités médiatiques, mais ils restent quand même pris dans des relations, notamment au sein de la parenté, qui font qu'ils sont à la fois cadets et aînés en même temps, quoi. Et alors après, sur l'aspect économique, effectivement, on trouve des formes de mobilisation instrumentale des richesses, mais sans doute pas autant et pas de manière aussi calculée que les rusés, que les big men mélanésiens. Mais il y a quand même un circuit et des formes de circulation et de réciprocité, puisque on a besoin, et c'est là où la notion de wealth in people est importante, on a besoin de ces supporters, pas uniquement pour qu'ils vous applaudissent dans les tribunes, mais pour qu'ils vous, à travers les porte-à-porte que fait le fan club, qui vous donnent de l'argent pour permettre de lutter au départ, parce que ça coûte cher, justement de mobiliser des gens. Il y a une espèce presque de paradoxe. On a besoin d'argent, on a besoin de mobiliser des gens pour qu'ils vous donnent de l'argent pour pouvoir mobiliser des gens. Et ça se traduit quand même par des formes de redistribution. Alors, massive au sein de la famille. L'argent, il irrigue tout le réseau de parenté étendu. Un peu moins automatique au sein de l'écurie ou du quartier, mais il y a une incitation pour financer l'écurie. Elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de budget, hormis s'il y a un grand champion à sa tête qui peut donner de l'argent. Et plus généralement dans le quartier aussi. Donc c'est vrai, les grands lutteurs, les grands champions, la plupart du temps, lorsqu'ils réussissent, ils vont partir, ils vont quitter les parcelles Asseni ou Pikine pour aller construire une villa dans les nouveaux quartiers, les Almadies, etc. Et on ne va plus trop les voir, mais si on ne les voit plus du tout, c'est mauvais pour eux, parce qu'ils vont vraiment, le soutien va leur être retiré. Et généralement, du coup, ils gardent la maison familiale dans leur quartier d'origine, qui devient un point d'ancrage symbolique. C'est là où ils vont partir pour aller au combat, alors que personne ne sait où ils habitent dans les quartiers, où de toute façon, les gens ne sont pas amateurs de lutte. Et donc il doit être là, et il doit quand même redistribuer. S'il a un village d'origine, il doit redistribuer aussi. Donc il y a sans doute l'ampleur est moins importante dans le côté des big men, mais l'aspect redistribution économique et double circuit est important. Puisque le big man mélanésien, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'il mobilise des gens qui, par leur travail productif, lui donnent des richesses qu'il va pouvoir réinvestir. Là, c'est la même chose. Il faut mobiliser des supporters qui, soit ce seront des jeunes hommes qui iront dans les tribunes vous applaudir, soit ça sera les commerçants du quartier qui vont donner un petit billet qui va permettre de payer le ticket d'entrée du jeune fan qui va être dans les tribunes et applaudir. Donc il y a quand même cet élément de circularité-là. Ce qui m'amène à une autre question, c'est concernant la célébrité. C'est un thème important qu'avait développé Cédric Ivinec lors de la dernière session, où il montrait qu'il y avait véritablement un concept autochtone chez les Soroui de la célébrité, qu'il y avait des modalités de transmission de la célébrité, de reconnaissance de la célébrité, qui évidemment avait changé avec la transformation très rapide qu'avaient connue les Soroui au cours des 40 dernières années. Et là, on est à l'évidence dans un cas où la célébrité joue un rôle, pour les lutteurs, je parle. Est-ce qu'on peut, dans un contexte comme le Boité, par exemple, parler de célébrité? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est très nouveau? Alors, moi, la façon dont j'utilise la notion de célébrité dans le travail sur la lutte sénégalaise, pour moi, le terme le plus neutre, c'est notoriété. Et tout mon travail est en fait vraiment une espèce de réflexion sur ces notions centrales, souvent dans l'anthropologie sociale, notoriété, réputation, prestige, honneur. Et dans la lutte,
le concept indigène, c'est popularité. Pour les lutteurs, c'est être populaire, qui renvoie à une certaine forme de notoriété, qui renvoie à l'ancrage dans des quartiers, etc., donc, et aussi aux classes populaires. C'est une forme de notoriété accessible aux classes populaires. Et j'utilise dans ce cas-là le terme de célébrité, utilisé d'ailleurs dans la plupart par beaucoup d'auteurs, des gens comme Natalia Heinisch ou toutes les Celebrity Studies, qui sont tout un courant de recherche développé aux États-Unis, comme étant une forme de notoriété qui est fondamentalement celle la forme de grandeur au sein du champ médiatique. Il y a célébrité que s'il y a des médias, parce que la célébrité, c'est le fait d'être reconnu par des personnes que vous ne connaissez pas. Ça sort des formes de notoriété locale dans le quartier, qui est basée sur de l'interconnaissance. On a grandi ensemble, donc on se connaît. Tout le monde connaît Modulo dans son quartier, pas parce que c'est une célébrité, mais parce qu'on le fréquente. La célébrité médiatique, c'est une forme un peu différente. Enfin, la célébrité, pour moi, je l'utilise comme tout le temps médiatique, elle est différente. Donc dès lors, on ne peut pas l'utiliser dans le boîtier où il n'y a pas de... même les initiateurs ou les plus réputés, les prophètes, n'ont jamais fait parler d'eux dans les journaux. Ou alors, si, quand ils allaient en prison parce qu'on les accusait d'avoir manipulé des crânes, par exemple. Mais donc, du coup, je ne parlerai pas de célébrité. Par contre, ils ont des formes de notoriété qui peuvent être régionales, plus que locales, importantes. Par exemple, c'est très net que les initiateurs les plus réputés, y compris en milieu villageois, y compris d'ailleurs les pygmées qui sont maintenant, ont vu qu'ils avaient un intérêt à devenir ce que la mythologie disait qu'ils étaient. C'est une manière que le pygmée mythique de vivre permette une ascension sociale de ces pygmées-là. Donc des pygmées sédentarisés dans des villes, dans des petits villages, établis comme des devins guérisseurs et des initiateurs réputés, peuvent avoir une réputation régionale et faire venir, par exemple, des politiciens de Libreville qui, au moment des élections, vont courir chez ces initiateurs pour se faire blinder, comme on dit, et pouvoir espérer avoir leur chance face à leurs rivaux qui, eux aussi, ne manqueront pas de se faire blinder. Donc c'est pas de la célébrité, parce qu'elle n'est jamais médiatique, mais c'est des formes de notoriété qui dépassent en tout cas le niveau très local et qui peuvent être de niveau régional. Merci. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je suis sûr qu'il y a des questions.